Donc les deux protagonistes de notre histoire de ce soir, l'un en grec, l'autre en Inde du Nord. Si vous regardez, c'est à peu près les mêmes périodes. On est au 6e siècle avant Jésus-Christ. Et on a deux personnes importantes. Alors il est probable que vous ayez plus entendu parler de Bouddha que de Parménide. Ouais, c'est bien dommage. Parce que sans Parménide, il n'y aurait probablement pas eu l'interprétation qu'a fait Platon de Parménide. Il n'y aurait probablement pas eu la théologie chrétienne. Et il y a eu une interprétation du Parménide qui a donné cette puissance à la pensée occidentale. Ça va être très challengeant pour moi, en 1 heure, faire tenir un propos comme venir éclairer un des penseurs fondamentaux de la philosophie grecque, avec Bouddha, et de vous montrer, en fait, moi je vais avoir un challenge ce soir, donc déjà 1 heure, 15 slides. Je rigole, parce que en général, en cours, je fais 3 slides, je tiens 3 heures. Donc ça va vraiment, pour que vous compreniez l'ampleur de la difficulté pour moi ce soir. Il y a une histoire derrière ce titre, une histoire, voilà, donc Thierry l'a très bien dit, ma voix, ce n'est pas une voix de l'intellect, c'est une voix du corps. Cette voix du corps, elle s'est nourrie forcément, parce que quand vous expérimentez, vous allez chercher dans les écrits, vous allez creuser, vous allez voir s'il y a des résonances, puis vous en trouvez, et puis vous vous prenez au jeu d'essayer de comprendre et de trouver des mots pour exprimer ce que vous avez vécu. C'est plutôt dans ce sens-là que, à un moment dans ma vie, j'ai fait de l'hébreu biblique, de l'araméen, du chinois. Alors pas le pali qu'il y aura ce soir, du grec aussi, du latin évidemment. Bon, je m'appelle Peretti, le latin normalement ça vient assez vite. Je ne sais pas s'il marche vraiment. Si ? Ouais, ok. Donc j'ai un certain rapport au texte qui est un rapport extrêmement expérientiel et existentiel. Voilà, donc c'est mon approche. Je remercie encore Thierry et la Nouvelle Acropole de toujours me laisser m'exprimer ici, sur cette approche-là, qui est peut-être un peu plus directe et peut-être corrosive à certains aspects. Voilà, donc et ce sera la découverte de, notamment, le poème que l'on doit à Parménide. Donc je vais vous resituer ça un peu, Il y a un petit peu de contexte que je vous redonne, ne vous inquiétez pas. Parménide, qui c'est qu'est-ce qu'il a fait, c'était quand Bouddha aussi un peu. Alors dans la salle, je crois qu'il y a des philosophes, il y a des pratiquants, il y a ni l'un ni l'autre, voilà, qui viennent en curiosité. Donc on va tâcher d'avancer et de voir ça. Donc les deux protagonistes de notre histoire de ce soir, l'un en grec, l'autre en Inde du Nord. Si vous regardez, c'est à peu près les mêmes périodes. On est au 6e siècle avant Jésus-Christ. Et on a deux personnes importantes. Alors il est probable que vous ayez plus entendu parler de Bouddha que de Parménide. C'est bien dommage. Parce que sans Parménide, il n'y aurait probablement pas eu l'interprétation qu'a fait Platon de Parménide. Il n'y aurait probablement pas eu la théologie chrétienne. Parce que dans Parménide, en tout cas dans le Parménide de Platon, on trouve une brillante explication de la Trinité, par exemple. Et comme quoi le 1 et le 3, c'est la même chose, etc. etc. On trouve chez Parménide tout ce qui va construire. Alors après, il sera critiqué par Aristote un peu plus loin, mais en gros, il y a une vraie fondation de la pensée occidentale. Et il y a eu une interprétation du Parménide qui a donné cette puissance à la pensée occidentale. Il y a eu une interprétation de Parménide qui a donné cette puissance à la pensée occidentale. Ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas d'autres interprétations possibles. Et ce soir, on va se poser cette question-là. Et la question, en fait, pourquoi on va se la poser? Parce qu'à un moment, dans mes lectures, j'ai rencontré donc, Parménide, j'ai rencontré son poème. On lui doit un poème, on va en parler un peu après. On doit à Platon son Parménide, où il met en scène Parménide, et lui fait dire tout ce qu'il veut lui faire dire. Et à un moment, à la fin de ce Parménide de Platon, il y a, vous allez la lire, cette phrase conclusive,
où en la lisant, j'ai eu clairement l'impression de lire le sutra du diamant. Et donc, je les ai mis en parallèle, et à partir de là, s'est nourri une réflexion sur l'interprétation de Parménide. Donc, voilà un peu pour les deux personnes. Sur l'image d'avant, parce qu'on m'a posé la question, hein, c'est un Bouddha du Gandhara, qui était juste avant, là. Le Gandhara, c'est cette région où les troupes d'Alexandre se sont à peu près arrêtées et où l'art grec a nourri l'art bouddhiste. Et donc, ça a donné cette rencontre. C'est clairement l'endroit où vous pouvez voir la rencontre de la Grèce et du bouddhisme. Donc, je vous invite à aller à Guimet. Il y en a quelques-uns en expo à Guimet. Alors, le poème de Parménide. Alors, le poème de Parménide, évidemment, vous vous doutez bien qu'on en a plutôt des fragments. C'est comme pour Héraclite, qu'ils sont écrits dans une langue, en vrai, dont on ne sait à peu près rien, parce que ce grec-là est très ancien, donc très compliqué de se projeter dessus. Exactement une dynamique qu'on va retrouver dans d'autres textes et dans d'autres langues de la même période. Il y a donc forcément des incertitudes. Là, c'est mon côté scientifique, là, qui est obligé de poser un peu ce contexte-là. Oui, parce que je suis scientifique de formation quand même, et je forme encore aujourd'hui des scientifiques, il faut le savoir. On lui doit ce poème. Ce poème, il a été interprété, réinterprété encore aujourd'hui. Encore aujourd'hui, pour cette conférence-là, moi j'ai étudié un texte de thèse sur l'interprétation du Parménide où on se bat à la virgule près et au caractère près pour savoir exactement ce qu'il a voulu dire. Et tous les livres que vous trouverez sur le Parménide, à un moment, on vous dit toujours « Oui, alors les penseurs avant, ils ont dit que, mais moi, je pense différemment, je pense que... » Et donc, il y a une discussion qui reste complètement ouverte. Okay, donc moi, je fais juste que m'inscrire dans une discussion qui reste ouverte sur ce texte, néanmoins fondamental, parce qu'il va se diviser en deux parties. Là-dessus, tout le monde est à peu près d'accord. Une partie que les scientifiques adorent particulièrement, hein, c'est une fondation solide sur la vérité. Qu'est-ce que la voie de la vérité? Comment on y va? Comment en fait on trouve dans une interprétation possible presque qu'est-ce qu'une démarche scientifique? Il faut savoir que Parménide, c'est donc un pré-socratique, hein, cette catégorie des penseurs d'avant Socrate, dont on dira qu'il s'intéresse surtout à la physique, au monde en fait. Voilà. Plus que ce qui arrivera après, où on va plus aller vers le monde des idées, etc. Donc on les traite souvent de physiciens. Je ne vous fais pas en grec, je reste en français. Donc la voie de la vérité, comment elle se définit, versus évidemment la voie de l'opinion. La voie de l'opinion, c'est... et d'ailleurs, ça se définit comme, dans le poème, la voie de la vérité comme une ontologie, c'est-à-dire qu'elle va se fixer sur la notion d'être, versus la voie de l'opinion qui va être présentée plutôt comme une cosmologie, c'est-à-dire un discours donc, sur le cosmos et sur son organisation, etc. Donc il y a déjà ce distinguo-là. Alors, je ne vous invite pas à le lire, sauf si vous avez vraiment envie de donner de l'argent à Doliprane. Voilà. Donc dans la voie de la vérité, l'interprétation classique, elle est là. L'ontologie, il y a l'être. Okay, il y a l'être, et l'être a son univers d'être. Et puis il y a les existants. Vous, moi, nous sommes les existants. Nous sommes la manifestation de l'être, mais l'être, il n'est pas existant. Okay, il est sur son plan à lui. Et ça va nourrir, alors sur le plan de l'être, ça va nourrir l'ontologie, hein, l'ontologie, après, qui sera l'ontologie chrétienne, qu'on va retrouver, et qui va nimber toute la pensée occidentale jusqu'à très récemment. C'est pour vrai que l'être, on s'en fout un peu en ce moment, mais globalement, voilà, ça a irrigué la pensée occidentale. Alors, on lui doit aussi la notion de monisme, c'est-à-dire que tout est un. On lui doit la notion que le mouvement est une illusion aussi, ce que absolument détesté Aristote, parce que ça l'empêchait d'étudier la physique des corps en mouvement, et voilà, ça il n'a pas aimé. Et ça pose la question de l'interprétation, justement, de tout ce qu'il a écrit. Et encore une fois, il a écrit dans une langue où même à l'époque d'Aristote, en fait, la question c'est, savait-on la lire, véritablement? Est-ce qu'on était capable de la lire
Voilà, une langue ancienne, c'était une langue ancienne. Et pour Aristote, c'était une langue ancienne, et pour Platon, potentiellement une langue ancienne aussi. Donc depuis Platon, voilà, on a cette idée-là, et ce soir, je voudrais qu'on reste sur cette notion d'être, parce que depuis Heidegger et compagnie, enfin, on a cette notion de il y a l'être, il y a l'existant, et ben les deux ne sont pas sur le même plan. Ils ne sont pas sur le même plan. La voie de l'opinion, je passerai dessus. Et ouais, parce que sinon, là, clairement, l'heure, c'est pas possible. Et voilà la phrase qui m'a fait tilt en lisant Clément Rosset. Donc Clément Rosset, c'est un philosophe contemporain qui est mort aujourd'hui. Pourquoi je lisais Clément Rosset? Tout simplement parce que moi, en fait, je viens plutôt du monde chinois. Et que dans le monde chinois, aujourd'hui, il y a un philosophe francophone qui s'appelle Jean-François Bitter, qui écrit énormément et qui écrit des textes qui, moi, me parlent parce qu'ils rejoignent ma pratique. Et qu'à un moment, il a dit, bah, faut lire Clément Rosset. Alors moi, je fais quoi? Je lis Clément Rosset. Voilà, je dis, t'es méchant, j'applique. Et franchement, au début, j'avais pas les refs. Hein. C'était vraiment compliqué. Hein. Le mec, il est cultivé, tout ça, puis c'est un vrai philosophe. Il écrit quand même pour des gens qui ont un peu de jugeote. Et moi, je ne suis pas vraiment un intellectuel. Non, je donne l'illusion de l'être. Et puis, il écrit ça. Il écrit ça, et il dit qu'en fait, dans le grec ancien, ce verbe qui, quand on lit le poème, va être traduit un coup par être et un coup par exister, en fait, il n'y a rien qui permet de dire à quel moment ça désigne l'être ou l'existant. Cette distinction, elle n'existait pas. Ce qui veut dire que cette distinction, elle est tardive. Elle est arrivée après. Elle est arrivée quand quelque chose s'est conceptualisé plus tard. Et ce problème-là, je le connais bien avec notamment les textes chinois. Et l'interprétation des textes qui, à un moment, vont être forcément interprétés dans un sens ou plutôt dans un autre, à des fins politiques, à des fins sociales, etc. Éventuellement, tous les textes ont vécu ça. Okay, à un moment, il y a une interprétation qui s'installe, elle sert ses propres buts et s'éloigne du texte parce que, au final, peut-être que souvent, les textes décrivent des expériences qui, tant qu'on ne les a pas vécues, ne peuvent qu'interpréter de l'extérieur. Et donc, ok, si finalement il avait, lui, pas écrit, contrairement à ce qu'on lit quand on le lit, c'est pas lui qu'on lit, hein, c'est les gens qui l'interprètent qu'on lit, voilà, fait de distinction entre l'être, qui aurait son propre plan quelque part, et puis l'étant, et si finalement exister c'était être, et être c'était exister. Vous comprenez que là, on fait un 180 degrés par rapport à l'interprétation classique. Hein. Et ça, ça va nous renvoyer à déconstruire un certain nombre de choses. Je vous ai mis la traduction qu'il a faite du fragment 5, qui est en gros le cœur de la voie de la vérité, le début de son poème, où à un moment, il dit un truc. Donc ce truc, c'est simple. Hein. Ah oui, désolé, je l'ai mis en bas, je ne savais pas trop. Il faut dire et penser que ce qui est, car ce qui existe, existe, et ce qui n'existe pas, n'existe pas. Je t'invite à méditer cela. Ok, là, normalement, il n'y a pas de quoi écrire un livre derrière. Hein. Ce qui est, car ce qui existe, existe, et ce qui n'existe pas, n'existe pas. Alors, ok, la palissade. Très bien. La palissade ou questionnement, peut-être de se poser la question de qu'est-ce qui existait. Donc, plus de distinguo entre l'être et l'existence, mais être, c'est exister, exister, c'est être. Ce qui n'existe pas, n'existe pas, n'est pas. Et c'est vrai que dans le poème, quelle que soit l'interprétation qu'on en fasse, en gros, ce qui l'intéresse, c'est ce qui est. Ce qui n'est pas ne l'intéresse pas, Parménide, clairement. Il s'intéresse à ce qui est. Et là, très franchement, il se passe un truc, ça va nous renvoyer à l'expérience de l'existant. Alors là, tout de suite, moi, je me sens à mon aise, j'ai un corps, j'existe, j'ai des sensations, j'existe, j'ai des pensées, j'existe, ça existe, ça n'existe pas, etc. Bon, ok. Et c'est là-dedans que je voudrais vous emmener, parce que vous avez probablement remarqué que
il y a deux choses. Cette télécommande, elle existe. Elle existe, elle est là. Je la pose là, elle existe. Je peux m'en faire une idée. Je peux commencer à l'abstraire. Et donc, je peux commencer à m'en éloigner. D'ailleurs, je ne la regarde plus, mais elle est toujours là. Je me souviens d'elle. Et ça peut être une première façon d'affronter la réalité. Ceci est la réalité. Dans ce rapport à la réalité, je peux avoir une démarche de me mettre en position au-dessus, méta, etc. Et puis m'élever par rapport à cette réalité et construire un mécanisme d'élévation. Clairement, c'est le chemin qui a été suivi. Alors, tu me diras si je me trompe, hein, Thierry, je tiens un expert devant moi. Donc, en tout cas, c'est comme ça que je vois la démarche que l'Occident a utilisée d'élévation. Alors, qu'on le prenne en se disant, cette calculatrice, il y a une forme là-haut, puis c'est un accident de la calculatrice qui est là-haut, ou je m'élève jusqu'à, peu importe. En tout cas, on abstrait, et puis on commence à manipuler des concepts, et puis oui, désolé, si je ferme les yeux, vous me demandez si je sais ce que c'est qu'une femme, je sais ce que c'est qu'une femme. Voilà, parce que j'ai un archétype de femme dans ma tête. Il y a une forme, là-haut, voilà, qui est celle de la femme. Ah, je vois des accidents un peu partout de femmes. Voilà, partout. On va dire comme ça, je sais, mesdames, vous devriez mal le prendre. C'est pas faux, c'est pas faux. La deuxième question, c'est, ok, ceci, c'est la réalité, c'est là, c'est sur la table. Est-ce que je le vois vraiment? Est-ce que je la touche vraiment? Est-ce que ce n'est pas tellement près de moi qu'en vérité, je n'y prête pas attention? Et qu'en vérité, ceci n'existe pas vraiment, puisque je ne lui prête pas l'attention nécessaire. Et ça, c'est la démarche inverse. Ce n'est pas exclusif. Hein. C'est la démarche de je veux observer quelque chose qui est tellement près de moi qu'en général, je ne le vois pas parce qu'il est trop commun, trop habituel, je le fais tous les jours. Donc, voilà. En vrai, quand on fait un truc tous les jours, on n'a pas l'impression de vivre ce qu'on fait. Hein. Donc, ça, c'est la deuxième proposition possible par rapport à cette réalité qui est là. Et cette interprétation-là, enfin, cette traduction-là, mais c'est une interprétation, hein, elle vient dire ce qui existe, existe, ce qui est, ce qui existe, existe. Mais regarde-le, bordel! Voilà. Si, il y a une petite astérisque, vous ne la voyez pas, elle est en bas. Elle est rentrée dans le réel. Ah, je viens de lâcher le réel. Mince, il est trop tôt. C'était pas prévu maintenant. Qu'est-ce qui m'empêche de voir cette télécommande? Qu'est-ce qui fait que cette télécommande reste pendant un moment dans le flou? Pourquoi je vous dis dans le flou? Parce qu'en vrai, quand je la regarde, alors c'est pas l'âge, hein, je vous vois venir, hein, je la vois un peu floue. Ah si, ça va. Mais moyennant certains exercices, et notamment des exercices probablement que vous qualifieriez d'intérieurs, elle pourra devenir nette. Et je pense que c'est à ce genre d'exercice, ceux qui viennent demain, voilà, ça c'est le petit teaser, c'est à ce genre d'exercice ou peut-être à ce genre d'expérience que fait référence Parménide. Et pourtant, Dieu sait qu'en termes de spéculation et de position d'élévation et de méta, il va très très loin. Mais ça, c'est peut-être aussi autre chose. Lisez le Parménide de Platon, hein, vous comprendrez ce que je veux dire. Hein. Je crois que j'ai jamais autant pris de notes sur un livre de ma vie. Hein. Presque à chaque phrase. Parce que c'est d'une richesse juste incroyable. Mais c'est tellement riche qu'à un moment, vous avez envie de dire, peut-être que ce qu'il nous dit, c'est que c'est tellement riche que je peux en faire ce que je veux, donc peut-être qu'il faut que j'arrête. Voilà. Parce que les alchimistes font ça aussi. En tout cas, les alchimistes chinois étaient très forts pour ça. Utiliser le langage jusqu'à vous en faire perdre, jusqu'à vous en donner la nausée, pour qu'à un moment, vous arrêtiez de verbaliser, en fait, et que vous reveniez à l'expérience. Peut-être que c'est ça, mais peut-être pas. Hein. Moi, là, vraiment, je viens comme ça, parce que
parce que j'ai vécu ça et parce que ça m'intéresse. Ce qui m'intéresse dans l'histoire de la pensée, c'est qu'est-ce qui se passe quand la pensée de quelqu'un est mal comprise et que cette pensée se répand. Quand à un moment, quelqu'un fait une expérience, veut transmettre quelque chose, et puis ce qui est transmis, ce n'est pas l'expérience qu'il a faite. Il n'y a pas besoin d'aller chercher très très loin. Hein. Là, je vous fais une conf. Peut-être que tout à l'heure, quelqu'un viendra me voir quand on ira au pot là-bas. Il viendra me dire oh, « c'était trop bien, surtout ce moment-là où vous avez dit ça ». Et là, dans ma tête, je vais dire « sauf que je ne l'ai jamais dit ». Ça, vous comprenez que ça m'est arrivé 12 milliards de fois. Hein. Ce n'est pas juste ce soir. Mais ça c'est la transmission. Okay, donc, quand vous avez des idées majeures comme ça, quand à un moment se pose la question de peut-être le hiatus qui a tout changé, de revenir un peu en amont et de se dire ben, mais ça c'est mes lubies à moi, hein, moi aussi j'ai des trucs bizarres dans ma tête, hein. Qu'est-ce qui se serait passé si? Alors si on avait interprété Parménide comme ça, on n'aurait pas d'avion aujourd'hui, hein, ça je vous le dis tout de suite. On ne vivrait pas dans l'écosystème dans lequel on vit. Alors peut-être que certains parmi vous se disent que ben, ça aurait peut-être été bien finalement, mais voilà, une interprétation de Parménide a donné un accès à, et cette interprétation-là, tout d'un coup, moi qui viens plutôt de l'univers chinois, je le prends un peu comme la baffe d'un maître Chan ou d'un maître Zen, si vous avez ça, qui vient et qui veut arrête de rêver, arrête de parler, fais, c'est tout. Je ne sais pas si vous connaissez ces histoires zen. Alors Chan, parce que Chan c'est la version chinoise en amont, beaucoup plus libre et beaucoup moins structurée que le zen au Japon, du maître qui donne une claque, qui fait un truc complètement improbable, puis son disciple atteint l'éveil. Voilà, parce qu'il est ramené à un moment à quelque chose. Allez, je vous en fais une vite fait. C'est l'imitation, peut-être que vous la connaissez, tant pis si vous la connaissez, je vais tâcher d'être bref. Tu vois, chérie, je t'avais dit 13 slides, ça ne va pas le faire. C'est un moine qui va de ville en ville, de village en village, il est avec son disciple, et puis quand on vient voir le moine et qu'on lui dit « Maître », le moine est un maître, hein, « Maître, quelle est la nature de Bouddha ?» Voilà, le maître il fait pas un mot. Alors, il va de village en village, et puis tout le monde est là « Maître, quelle est la nature de Bouddha ?» Voilà. Puis un jour, les gens, ils en ont marre un peu, parce que le maître, il fait toujours un comme ça. Et donc, ils vont voir le disciple. Mais alors, quelle est la nature de Bouddha? Le disciple, il fait quoi? Il fait là, le maître, il lui prend la main, il lui coupe le doigt. Voilà, ça, c'est du Chan, merci, bienvenue. Ça s'appelle un rappel direct à ce qui existe. Voilà. Et, nonobstant, le disciple a évidemment l'éveil dans la foulée. Je vous laisse méditer dessus. Il y en a d'autres comme ça, mais je vais garder les autres pour moi. Du coup, le poème de Parménide, si on le reprend comme ça, et si on le relit comme ça, sa première partie, la voie de la vérité, ça ne sera plus une ontologie, dans le sens où il y aurait un plan de l'être, et puis des existants. La voie de la vérité, ce serait que le vrai se limite à ce qui est, à ce qui existe. C'est pas glamour en vrai, hein. Vous sentez le côté un peu rough, un peu... voilà. Bon, ben voilà. Ben, on va rentrer à la maison, hein. Voilà. Une petite bière, un petit Netflix, puis ça ira mieux. Non, mais on a l'impression qu'on va aller nulle part avec ça. Croyez-moi qu'on peut aller très très loin. Alors, je ne sais pas si on va y aller ce soir, tous ensemble, mais peut-être que des petites graines vont. Du coup, la voie de l'opinion, mais ça c'était vrai dans l'autre aussi, hein, c'est le domaine hallucinatoire où, en gros, les gens ont tendance à croire que ce qui n'existe pas existe. Là, peut-être que ça commence à vous rappeler des choses de votre vie de tous les jours. Quand on croit que des choses qui n'existent pas existent, et inversement. Hein. Et là, on se dit, ah ouais, tiens, peut-être, il y a peut-être quelque chose à aller creuser. Donc ça fait complètement une relecture, alors rassurez-vous, je me suis amusé, alors je ne l'ai pas encore réécrit, mais je vais bientôt le faire, réécrire le poème comme ça. Moi, pour l'instant, je me suis surtout attaché à quelques fragments. Donc, je dis ma propre traduction. Je ne suis pas helléniste, hein, donc
Voilà, c'est ma propre traduction, c'est juste que je me suis appuyé sur le travail de Maurice Sachot, qui est un travail vraiment sur le texte, c'est son travail de thèse, hein. Quelqu'un qui a passé un temps monstrueux à reprendre le texte et à le réinterpréter. Et j'ai juste changé, évidemment, j'ai donné un accent à la Clément Rosset. Ne reste plus que le seul exposé de la voix, ce qui est. Si elles sont les signes très nombreux que, étant inengendré et impérissable, ce qui est, entier, d'un genre unique, non tremblant et sans fin, jamais il n'était ni ne sera, puisque maintenant il est, à la fois tout entier, inconstant. Bon, je reprends les attributs. La voix, c'est ce qui est. Alors évidemment, dans une interprétation ontologique, tout d'un coup, vous comprenez bien le... Non, je me lève, je suis désolé, je ne suis pas foutu de rester assis. Inengendré, impérissable. Donc ça ne peut pas être ma calculatrice. Inengendré, impérissable. On ne parle pas de ma calculatrice, elle est périssable. De ma calculatrice ou de la télécommande. Ce n'est pas la mienne, sinon je vous ferai une démo qu'elle est périssable. Ça ira très vite. Donc, elle est engendrée de quelque chose, elle n'est pas impérissable, entière, oui, enfin, moyennant quelques coups dessus, moyennant, d'un genre unique, non tremblant, bon, ça, oui. Et sans fin non plus. Non, clairement, de quoi il me parle là? On est obligé de penser à aller à un être transcendant ailleurs, quelque part, impérissable, sans fin, sans commencement, etc. C'est logique, ça tombe sous le sens. Ça tombe sous le sens de ce que dit le poème. Sauf que si on... Alors évidemment, je vous l'ai écrit comme ça, parce que comme ça, ça va poser la question. Ce qui est, sous-entendu, ce qui est, et si c'est nécessairement inengendré, impérissable, d'un genre unique, non tremblant, etc. Et je viens de dire il y a 2 secondes, non. Non, c'est ce que je viens de vous dire. Sauf que, et c'est là où l'expérience, vous l'avez faite ou pas. Vous l'avez faite et oubliée, vous l'avez faite qu'une fois, c'était il y a longtemps, vous la refaites régulièrement, il se trouve que peut-être qu'à un moment, vous vous retrouvez présent dans l'instant. Présent dans l'instant, c'est-à-dire qu'entre vous et l'observation de cette chose-là, il n'y a plus aucun filtre, aucun mental qui agit, aucune mémoire, plus rien. Vous êtes juste présent, totalement présent. Totalement présent, ça veut dire que vous avez enlevé de cet instant-là tout ce qui n'existe pas et qu'il ne reste que ce qui est. Quand vous faites cette expérience, alors bon, là forcément, je parle d'expérience, c'est ce que j'aimerais faire toucher du doigt demain. Peut-être que là, tout à l'heure, peut-être qu'il y aura moyen de vous faire toucher ça du doigt. Peut-être qu'il est en train de parler de cette expérience particulière, cette expérience neurologique particulière, qui fait que quand on évacue un certain nombre de choses de, on va dire, notre tête, même si je ne suis pas sûr que ça se passe dans la tête, à ce moment-là, tous les voiles qui faisaient que quand je la regardais, elle était floue, disparaissent et tout d'un coup, je la vois tout à fait nettement, tout à fait là, présente là. Et à ce moment-là, dans l'expérience que je fais de ce qui est, je me retrouve, moi, dans l'instant présent. S'il est présent, vous m'accorderez au moins intellectuellement qu'il n'est pas relié au passé, il n'est pas relié à l'avenir, il est juste là, totalement perpendiculaire à l'axe du temps. Donc impérissable, sans fin, immortel. Immortel, oui, immortel. Pourquoi j'insiste sur immortel? Parce qu'il y a des pratiquants de Qigong qui connaissent un peu l'alchimie taoïste et la notion d'immortalité chez les taoïstes, et que quand on fait du Qigong, des fois on atteint des états comme ça, de présence dans l'instant, qui font que, puisque le temps s'efface, on est sans fin, impérissable, etc. Et la seconde d'après, par contre, c'est terminé. On y redevient avec une fin, périssable, tout ce que vous voulez. Mais et si tout d'un coup, Parménide venait nous parler de cet instant précis qui suspend le temps, qui nous met en dehors de tout ça, et qui, du coup, rend complètement caduque la perception du monde que l'on a, qui est cette perception du monde qui est décrite dans la deuxième partie du poème, qui est ce monde hallucinatoire. Ça va être compliqué pour nous, hein. Là, c'est compliqué. C'est compliqué pour nous, autant que le bouddhisme peut être compliqué pour nous, même si on l'a occidentalisé beaucoup, ça je vais y revenir. Donc,
toutes ces caractéristiques qui sont là sont vraies à partir du moment où on est présent dans l'instant à ce qui est. C'est peut-être une gymnastique, peut-être que je ne sais pas. En tout cas, quand je dis une gymnastique, c'est que c'est clairement ce que moi j'attends de ma pratique au quotidien. Je ne lui demande pas plus. Voilà. C'est ce que j'attends. J'attends d'arriver à voir cette chose-là telle qu'elle est. Si je vous dis que la première fois que j'ai vu un arbre, c'était il y a 5 ans. On se comprend quand je dis ça. Hein. Tout d'un coup, je me suis arrêté, je fais... Oh putain, un arbre. Voilà. Cette façon dont, par exemple, le bouddhisme peut parler d'éveil à un moment... Réveille-toi, il y a un arbre. Oh, oh, oh oui, un arbre. Oh là. Voilà, il y a quelque chose comme ça un peu. C'est pas pour rien que du coup, avec cette interprétation-là, là, en ayant lu ça, tout d'un coup, c'est facile pour moi de me projeter sur effectivement un champ que je connais un peu mieux, qui est celui du bouddhisme. Alors, je peux vous dire que depuis, je me colle tout ce que je peux sur Héraclite, les Éléades, tous, ils y passent tous. Là, les Grecs, là, ils y passent tous en ce moment. Avant, j'étais sur les classiques, les stoïciens, tu vois, enfin. Mais là, maintenant, là, c'est devenu une obsession. C'est bon, je pourrais vous... Chut, concentre-toi. Alors, c'est là que, j'allais dire, les Athéniens s'atteignirent et les Perses se percèrent. Donc, oublions maintenant le poème. Et donc, moi, j'ai lu le poème, j'avais lu Clément Rosset, et donc je me suis dit, écoute, tu ne peux pas en rester là, il faut que tu lises le Parménide de Platon. C'est pas simple. Ça m'a pris du temps. Et très franchement, je pense que je vais recommencer à le relire. Et effectivement, on y trouve 2 parties aussi, une première partie où clairement, on écoute Parménide, puisqu'il parle. Si vous avez déjà lu Platon, vous savez que c'est essentiellement des dialogues. Hein. Il parle, et donc il vous explique et il vous démontre, dans une logique qui est complètement imparable, tout et son contraire. Mais alors, d'une force. Moi, ça m'a fait rentrer dans un état de silence mental, et ça se termine sur cette phrase-là. Donc là, je prends du recul. Désolé, hein, j'ai fait les slides exprès pour que vous aussi, vous ayez un peu mal à la tête. Donc, eh bien, tenons-le pour dit, et disons encore ceci. Selon toute apparence, s'il est un, on a parlé un peu du monisme tout à l'heure, s'il est un, ou s'il n'est pas un, on a les 2 options, lui et les autres choses dans leur rapport, donc leur rapport avec eux-mêmes ou dans leur rapport mutuel, présentent et ne présentent pas, de toutes les façons, toutes les caractéristiques, paraissent et ne paraissent pas les présenter. Oui, c'est un « et » en même temps, mais c'était il y a bien des années avant notre président de la République. Soyons clairs. Et là, moi, quand j'ai lu ça, j'ai fait « non ». J'ai eu un choc. Alors bon, j'ai eu un choc parce qu'en gros, il dit quoi? Il dit, l'objet, d'ailleurs, je crois que je l'ai réécrit juste derrière. Oui, je vous l'ai fait en version négative. Je l'ai raccourci, parce que c'est plus simple. Et allons-y. Donc, quel que soit cela, dans sa relation avec ceci, autant que dans sa relation avec cela même, cela ni ne présente pas toutes les caractéristiques, ni ne paraît pas présenter 2 caractéristiques. Ouais, c'est beaucoup plus clair comme ça, je sais. Ouais. Bon, alors, s'il y a des amateurs de bouddhisme dans la salle, ils m'ont vu venir avec mes gros sabots. S'il y a des amateurs d'hindouisme, ils m'ont vu venir avec ce neti-neti avec mes gros sabots. Parce qu'effectivement, le fait de l'exprimer en ni ne présente, ni ne présente pas, en vrai, pour votre système nerveux, cette phrase-là, elle peut vous faire... Voilà. Alors que présente et ne présente pas, ça ne fait pas le même effet. Donc, la version négative porte beaucoup plus de fruits que la version positive, mais ça veut dire exactement la même chose. Alors,
Je vais continuer. Je vais continuer parce que là, maintenant, il va falloir... Oh là là, mon Dieu, un exercice. Ah oui. Voilà. Qui n'a absolument pensé à rien pendant que je levais mon petit livre rouge? Voilà. Bon. Ça a dû aller de qu'est-ce qu'il fait? Il n'a pas dit ce qu'il fallait faire. C'est son bouquin, il veut qu'on l'achète. Voilà. On a tous eu ça. Inutile de vous dire que du coup, vous n'avez pas été du tout présente à juste le fait que je lève cette chose-là. Les amateurs de Chan, hein, oui, le Bouddha, il a fait quelque chose avec une fleur aussi. Et puis tout d'un coup, il y en a un qui a eu l'éveil. J'ai essayé, j'y suis pas arrivé, désolé. C'est juste une façon de vous... Mais bien sûr, vous connaissez ce processus. Vous savez qu'intérieurement, vous vous parlez tout le temps. Et vous savez qu'intérieurement, vos mots, vos idées, vos pensées, vos images sont exactement pour votre intérieur ce que les images, les sons de l'extérieur sont pour votre système nerveux, c'est-à-dire que vous allez vous passer de « Ah, il y a ce son-là, ah, il y a un autre son, tiens, il y a une image, ah, il y a une pensée, etc. » Et que votre attention, et votre corps est fait comme ça, hein, c'est fait pour, votre attention va fluctuer et se balader dans tous les sens, d'un objet à un autre, sans pouvoir se fixer, et vos pensées fonctionnent exactement comme ça, c'est-à-dire que vous allez les observer, vous allez aller dessus. Ces pensées peuvent être discursives, vous allez peut-être penser en français, vous allez peut-être penser en italien, c'est « ma che fa lui, ma ». Voilà, vous allez peut-être penser en autre chose, une autre langue, l'espagnol peut-être, là là. Ou pas penser, ou peut-être vous avez une image, genre un point d'interrogation. Mais globalement, vous n'avez pas vu mon livre rouge. Pas au sens de ce qui existe, existe. Parce que, oui, il est un peu orange. Oh là là, ah, il est un peu orange. Hein. Là, c'est, voilà. Ah non? Ah, alors, ok, autant pour moi. Finalement, vous avez capté des trucs, hein, c'est bien, c'est bien. Bon, il y a eu toute cette partie discursive, elle est forcément là. Peut-être que vous vous êtes dit, ah bah oui, tiens, alors donc c'est un livre doré, donc il est petit. Donc ça, ce sont ses caractéristiques. Peut-être que vous vous êtes rien dit, mais c'est moins probable. En tout cas, en général, quand un objet se présente à nous, on y va de façon discursive ou non, parce que vous le vouliez ou non, alors ça aussi c'est un concept. Hein. Quand je parle de pensée, j'entends également les éléments inconscients ou infraconscients. Parce que dans notre système nerveux, il se passe plein de choses sans qu'on n'en soit pas conscient et qui dictent nos choix, qui dictent nos décisions, qui dictent notre attitude, notre comportement, notre façon de nous tenir, etc. Parce que si tout devait passer par le conscient, c'est juste pas possible. L'espèce humaine serait morte depuis longtemps. Okay, donc, pour moi, cette pensée reste une pensée. Okay, donc, quand il se passe un événement, cette pensée, elle émerge comme le reste. Et ça, c'était un exercice un peu de prise de conscience. Donc, on va revenir sur ce présente ni ne présente pas, ni ne paraît pas présenté. Quand on va avancer un peu, cette fois, on va revenir, ben voilà, peut-être en domaine plus connu pour d'autres, parce que le bouddhisme, on en a en tout cas des grandes images, des grandes idées. La société française est imprégnée par le bouddhisme tibétain, parce qu'elle a accueilli énormément la diaspora tibétaine. Donc c'est un type de bouddhisme. Avant, on a eu le zen, mais voilà, aujourd'hui, il est plutôt en déclin par rapport au bouddhisme tibétain. Et là, on est en plein sutra du diamant. Donc le sutra du diamant, c'est un sutra extrêmement important, qui va être extrêmement important pour le bouddhisme chinois. Donc j'étais obligé de me mettre dessus. Et forcément, quand j'ai lu la phrase d'avant, allez, on se la refait une fois. Quel que soit cela dans sa relation avec ceci, autant que dans sa relation avec cela même, cela ni ne présente pas toutes les caractéristiques, ni ne paraît pas présenter de caractéristiques. Eh bien, Subhuti, ce que l'on appelle continuum de pensée, véritable continuum de pensée, le Tathagata, donc le Bouddha, on va faire comme ça, l'a déclaré ne pas être un continuum. Voilà pourquoi on l'appelle continuum de pensée. Ouais, alors franchement, là aussi, hein, normalement vous buguez. Hein. Ah, vous buguez, hein, ouais.
l'analyse discursive bug là-dessus. C'est fait pour. On la refait, donc Subhuti, c'est un de ces bodhisattvas, parce que là on est dans le Mahayana, donc il y a des bodhisattvas. Ce que l'on appelle continuum de pensée, véritable continuum de pensée, hein. Pas une idée du continuum de pensée, le véritable. Bon, le Bouddha, on expliquera Tathagata après si vous voulez, quand on ira boire derrière, l'a déclaré ne pas être un continuum. Donc ce continuum, le vrai continuum, on a dit que ce n'était pas un continuum, c'est pour ça qu'on dit que c'est un continuum. Ouais, normalement vous buguez, c'est normal, c'est fait pour. Traduction, Philippe Cornu, le Sutra du Diamant. Il y en a toutes les 5-6 pages comme ça dans le sutra. Il y a des sutras beaucoup plus techniques que celui-là. Ça, c'est censé faire partie des sutras où quand vous le lisez, ça vous donne des chocs. Après, il y a des sutras beaucoup plus techniques, beaucoup plus, on vous explique les choses. Alors, ce que je voulais dire là, alors je ne sais pas si vous lisez des sutras, si ce n'est pas le cas, je vais me permettre de faire cette incise sur le fait que dans le bouddhisme, beaucoup plus qu'on va le croire ou qu'on l'approche, on parle du langage. Juste avant, on vous parlait du langage. Hein. On vous dit le continuum de pensée, le vrai continuum de pensée, ce n'est pas un continuum de pensée, c'est pour ça qu'on l'appelle le continuum de pensée. En gros, ce qu'on vous dit quoi? On vous dit le mot n'est pas la chose. Ou alter periti n'est pas ce qui existe. Okay? Ce qui existe n'est pas ou alter periti, mais c'est pour ça qu'on l'appelle ou alter periti. Ouais. Ça c'est bon ça, c'est bon ça. Allez-y, c'est très bien ça. Voilà. Donc il y a une idée. Il y a une idée sur le langage dans le bouddhisme. Il n'y a pas que ça. Hein. Le bouddhisme est un trésor de psychologie, d'intelligence. C'est un vrai trésor qui va vous décrire énormément de choses. Alors, évidemment, autant dans le bouddhisme tibétain, par exemple, le Vajrayana, c'est-à-dire le bouddhisme le plus tardif, va vous aider. Je pense que c'est celui qui aidera la plus grande majorité des gens, hein, parce qu'il vous guide, il vous donne des tas de choses, il n'est pas aussi direct que le Mahayana qui, en gros, va faire quoi? Va vous priver de tout support pour vous dire maintenant, vas-y. Mais là, non, j'y vais pas. Hein, alors que le Vajrayana va vous dire, ben non, on va te prendre tel que tu es, puis on va avancer ensemble. Donc, c'est deux approches radicalement différentes. La première est beaucoup plus... Enfin, celle du Sutra du Diamant est beaucoup plus... le diamant, hein, qui coupe un peu tout, donc un peu plus direct. Donc, il y a ce truc dans le bouddhisme très fort sur le langage. Quand je vais montrer mon petit livre, donc, pas rouge, désolé, vous avez pensé, vous avez parlé en fait. Je ne sais pas si vous avez pensé, mais vous avez parlé. On ne peut pas faire deux choses en même temps. Ah ouais, le système nerveux, il est comme ça. Si vous pensez, vous ne regardez pas. Désolé, ça ne marche pas ensemble. Si vous regardez, vous ne pensez pas. D'ailleurs, le fameux... celui qui sait ne parle pas, je ne sais pas si vous connaissez le celui qui sait ne parle pas, qu'on attribue à Lao Tzu, quand vous regardez les idéogrammes chinois anciens, ça se traduit autant par celui qui perçoit ne parle pas. Si tu vois, si tu écoutes, tu ne parles pas, c'est aussi simple que ça. Là-haut, ça ne parle pas, désolé. Si ça parle, c'est que tu ne perçois pas. Et là, on rejoint un peu notre dialectique de ce soir. Donc je vous ai mis ici, c'est dans le Sutra du cœur. Alors là, je frime, hein, parce qu'évidemment, je ne sais pas le lire. Hein, je vous ai dit ni pali, ni sanskrit, ni rien. Gate, gate, paragate, parasam, gate, bodhisvara. C'est le mantra qui clôt le sutra, cette fois, du cœur, qui dit en gros, au-delà, au-delà, toujours au-delà, continuez à aller au-delà. Bref, ne vous arrêtez jamais. Et ça, quand on... Donc, quelques amateurs de bouddhisme, que vous connaissez peut-être les exercices de méditation de non-fixation. C'est clairement un appel à la non-fixation. Mais que fait le langage? Walter Perretti. Vous me connaissez maintenant, vous connaissez mon nom. Dans les traditions sémites, vous savez que si on vous donne le nom, c'est rentrer dans la connaissance. Voilà, quand vous dites je suis Ben machin ou Ibn de Ibn de Ibn. Voilà. Et quand vous avez un buisson ardent qui refuse de donner son nom, écoute mon pote, démerde-toi maintenant avec ça.
Parce que donner le nom, c'est connaître. Parce qu'à un moment, quand vous transmettez le nom, quand vous transmettez la forme. Mais je ne suis pas mon nom, dans ce sens-là, hein, c'est ce qui est dit ici, par rapport au langage. Je ne suis pas le nom. Et non, ce n'est pas parce que vous connaissez mon nom que vous me connaissez. Ça paraît un peu évident, ça. C'est la palissade encore. Hein. Ouais. Donc toujours aller au-delà. Alors là, ça passe moyen, c'est mon rouge qui est un peu terrible. Bon, mais en gros, et puis en face, le tout aussi obscur texte du sutra du diamant. Et en fait, je vous ai mis par jeu de couleurs ce qui se renvoie l'un à l'autre. Les ne présentent pas, ne pas être, les paraissent présenter. Voilà pourquoi on l'appelle. Hein. On l'appelle, donc on le présente. Les caractéristiques, ici le continuum, hein, le fait qu'on parle d'un continuum de pensée, donc continuum c'est une caractéristique. Donc on reprend les deux, puis en vrai, si vous regardez, il y a un schéma qui est commun. Ce schéma, il se résume ici, sur cette phrase-là. Je l'ai résumé comme ça, je l'ai remis comme ça. Donc une caractéristique, véritable caractéristique, n'est pas une caractéristique. Voilà pourquoi on l'appelle caractéristique. Je vous facilite la tâche, là, j'adore ça. Ouais. Normalement, à la fin, vous devez être content d'aller boire un coup derrière. Hein. Normalement. Hein. Ce gros, véritablement gros, n'est pas un gros. Voilà pourquoi on l'appelle gros. Ça marche? Voilà. On vous traite de gros. Ok. Pas de problème. Ton mot, tu le gardes. Qu'est-ce qu'il veut dire? Et ce rapport au langage, ça fait que tout d'un coup, dans votre vie de tous les jours, surtout en ce moment où, si vous voulez, en termes de mots, en termes de choses qui vont nous heurter dans des aspects émotionnels, etc., cette approche du langage vous met complètement à distance, pas à distance là-bas, hein, pas à distance comme ça, elle vous met à distance là. Ça, c'est le versant linguistique des exercices qu'on fera demain, pour celles et ceux qui seront là. C'est pas grave pour les autres. C'est pas grave pour les autres. Mais très franchement, cet aspect-là de relativisation du langage, c'est-à-dire qu'en gros, les mots qu'on utilise ne désignent pas la chose. Donc ils ont un aspect qui est très, très relatif. Ils ne désignent pas la chose. Et d'ailleurs, dans certaines écoles, on a même des langages, on crée son propre langage pour être sûr de se comprendre entre nous. Bah oui, c'est important. Ou alors, oui, allez-y. Oh là. Qui désigne un aspect de la chose seulement Je pense qu'il faut être radical et il ne faut pas avoir peur de la radicalité. Parce que là, on ne sera pas dans la demi-mesure. Je le vois ou je ne le vois pas. Il n'y a pas de je le vois un peu. Non, ce n'est pas la chose. Ce n'est pas la chose. Encore une fois, parce qu'il faut quand même mettre des bémols. Hein. Je ne suis pas en train de tout démonter sur des tas d'autres constructions possibles par rapport au langage et l'importance du langage. C'est juste là d'avoir cette approche-là. Quel est le but? Le but, c'est quoi? C'est quoi le problème de Bouddha? C'est quoi son seul et unique problème? C'est la souffrance. C'est son seul problème. À un moment, il découvre la souffrance et il fait « mais il faut que ça s'arrête ». Son problème, ce n'est pas un autre problème métaphysique ou quoi que ce soit. C'est un moment, ceci doit cesser. Et dans sa démarche pour faire cesser la souffrance, il trouve des choses. Okay? Et le rôle du langage dans la souffrance, je vous invite à le questionner. Et de la croyance au langage, je vous invite à la questionner, comme il l'a fait. Okay? Et comme potentiellement, Parménide pourrait nous inviter à le faire en disant « mais seul ce qui est, ce qui n'existe pas, n'existe pas. Est-ce que le langage existe ? Ou pas ?»
Et à ce moment-là, on tombe dans une radicalité. J'entends que c'est une radicalité dont, chez Bouddha, le seul but, c'est de vous libérer de la souffrance et des réincarnations, parce que c'est pas cool de revenir pour toujours galérer les mêmes trucs. Hein. Donc voilà. Pour Parménide, il y avait peut-être autre chose, peut-être la découverte de cet impérissable sans fin, etc., etc., dans lequel moi, personnellement, je vois l'origine de toute forme de religion, c'est-à-dire à un moment de cette expérience naît la certitude de la relativité du monde de la deuxième partie du poème, qui fait qu'à un moment, vous allez utiliser des mots pour essayer de décrire ce que vous avez vécu, mais sauf que les mots, ils appartiennent à la deuxième partie du poème et pas à la première. Alors après, j'ai lu Durkheim, etc., qui explique la religion au début, les hommes, ils avaient peur de la foudre et tout, alors ils ont construit des trucs. Ok, je comprends l'approche sociologique, mais on ne peut pas m'enlever cette expérience, et cette expérience peut être fondatrice d'un appel à « il y a autre chose ». Alors cette autre chose, soit il est très lointain, soit il est juste tellement proche que je ne le vois pas et je ne le goûte pas. Et j'ai tendance, en tout cas dans ma vie à moi, c'est plutôt le très proche que le très loin. Voilà, ça n'exclut pas qu'il puisse y avoir un très loin, encore une fois. Hein. Mais voilà, il y a une expérience à faire derrière ça, et donc le traitement du langage. Alors après, je ne sais pas si vous lisez des philosophes plus contemporains, je pense à Wittgenstein. Ouais, je sais, là aussi, hein, double dose de Doliprane. Mais cette idée qu'il le tient, quand il étudie les jeux de langage, de se dire, mais c'est tellement proche qu'on n'y prête pas attention. Et qu'on ne se pose pas la question de comment naît le langage, comment on l'utilise, comment... Et il va passer toute sa quête philosophique sur le langage. Je pense que le langage est un sujet digne d'intérêt. Après tout, on parle, hein, c'est pas non plus pour se taire. Hein, donc, mais il y a des choses à aller creuser. Alors, une caractéristique, véritable caractéristique, n'est pas une caractéristique. Voilà pourquoi on l'appelle caractéristique. Le mot n'est pas la chose. Le mot chien ne meurt pas, c'est vrai. Mais les chiens mordent. Voilà, ça c'est sûr. Et je ne peux pas m'empêcher de faire une incise un peu rigolote derrière. Ne serait-il pas idolâtre celui qui ferait du mot la chose? Bon, ça, je suis obligé de jouer sur le grec un peu. Bah oui, c'est eidolon, donc diminutif de eidon, forme, disant le simulacre, l'image et la représentation, l'imagination, mais non la chose, non le réel. Normalement, c'est ça. Enfin, on peut voir l'idolâtrie comme ça. Là, j'étais obligé de faire une petite incise. C'est comme ça. J'ai ce truc sur l'idolâtrie qui me tourne dans la tête et dans quelle mesure, si le mot n'est pas la chose, voilà, vous me comprenez, et dans quelle mesure le silence est le seul accès au réel. Et le réel, c'est quoi? Le réel, c'est pas la réalité, c'est quand moi, je suis présent à la réalité. Et tant que je ne suis pas présent à la réalité, je ne suis pas dans le réel tel que là, on se propose de le définir, et en vrai tel qu'il se définit en partie dans le bouddhisme, mais pas que, ça reste plus complexe que ça, mais en tout cas, l'expérience directe, c'est vrai, l'expérience du... ça fait 1 heure. L'expérience du... la réalité, soit je la couvre de plus en plus, et à ce moment-là, je crée mon monde intérieur. Et ce monde intérieur, il a son existence. Mais je couvre la réalité de choses. Soit je découvre la réalité jusqu'à la toucher moi-même. Et à ce moment-là, je sors de mon monde pour entrer dans le réel. Voilà, les deux approches sont, pour moi, c'est question de choix. Alors il se trouve que mon tempérament à moi, c'est plutôt d'enlever les couches de l'oignon pour aller au milieu de l'oignon. Alors oui, ça fait pleurer, c'est pas très sympa, mais c'est bon pour les glandes lacrymales. Après, je comprends tout à fait la création du monde, plutôt que sa décréation. C'est-à-dire, intérieurement, vous avez un monde, vous avez un univers. Hein, vous avez un univers. Et il y a une femme avec un chapeau blanc sur le bord d'un lac. Je vous parie que là, il y a autant de personnes que de représentations différentes de cette femme avec un chapeau blanc au bord d'un lac, parce qu'il y en a qui vont être sur les lacs dans le nord de l'Italie, il y en a que je connais bien,
d'autres lacs, etc., etc. Votre monde intérieur, il est unique. Et d'ailleurs, quand dans les sutras du bouddhisme du grand véhicule, on voit Bouddha qui arrive, et puis tout d'un coup, il apparaît dans 20 000 mondes parallèles. Ce n'est pas 20 000 mondes parallèles, il doit avoir 20 000 personnes devant lui. C'est aussi simple que ça. Et puis il y a des tas de trucs qui se passent, juste incroyables, mais dans les 20 000 mondes en même temps. Ça y arrive, il arrive à parler à tout le monde. Parce que chacun d'entre vous, chacune d'entre nous, on est un monde avec ses règles, avec sa construction, un monde qu'on peut passer sa vie à construire, justement, à empêcher peut-être l'extérieur de déconstruire, etc. Voilà, c'est le chemin, ce chemin-là, de ce monde intérieur, et puis il y a le chemin de... voilà, je ne sais pas comment le qualifier, mais de plutôt que d'être sur ce monde-là, de prendre le réel. Voilà. J'allais dire de se le prendre dans la gueule. Mais prendre le réel. Mais en vrai, on ne se le prend pas dans la gueule. Ce que je veux dire, c'est... Le réel n'est pas le principe de réalité. Vous savez, le principe de réalité, c'est quand vous avez la relance avec 10% sur le truc que vous n'avez pas payé. C'est le principe de réalité. Vous êtes peut-être dit à un moment, c'est pas grave, ça va passer crème, ils vont m'oublier. Ils vous ont pas oublié. Vous avez cru ça parce que ça faisait 2 semaines qu'ils auraient dû renvoyer la relance, ils ne l'ont pas fait. Ça arrive, principe de réalité. Merde. Voilà. Le réel, je vais vous dire une phrase, je vais la garder après, et puis après, je crois qu'on a juste le sutra de l'entrée à Lanka que je vais reprendre sur le langage. Dans le réel, rappelez-vous ce que dit Parménide. Pas de commencement, pas de fin, tout est un. Voilà. Ça veut dire que le principe de réalité, il n'est pas dans le réel. Le principe de l'émotion que je ressens, il n'est pas dans le réel. Tout ça, c'est pas dans le réel, quoi. Donc la question, c'est comment j'accède à ce réel. Et ce soir, je voulais l'aborder du point de vue du langage, donc je termine sur le sutra de l'entrée à Lanka, le Lankavatara Sutra, qui est certainement considéré comme un des sutras les plus techniques, les plus difficiles d'accès du bouddhisme, non pas du grand véhicule, du coup celui-là, parce que c'est déjà le 3e tour de roue du Bouddha, donc le tour d'après, le plus complexe. Allez, je le lis. La foi dans les mots leur voile le réel. La compréhension littérale de mes enseignements fait dire aux sots du commun que leur sens est précisément ce qu'ils disent. En fait, ils ignorent que le sens n'a pas de corps. Ils ne comprennent pas que les mots ont pour nature de véhiculer un sens dont ils sont le corps. Je la refais, hein. L'objet n'est pas la chose. Par contre, le mot n'est pas la chose, mais le mot véhicule. Voilà, dans ce sens-là. Et il s'arrête là, c'est un véhicule. Mahamati, donc tout à l'heure on a vu Subhuti, là maintenant c'est Mahamati. Ces êtres sont des ignorants, désolé, hein, il est rude avec les autres. Hein, voilà. Et là, c'est désolé, il ne fait pas preuve d'énormément de compassion hein, dans les sutras. Hein. Mahamati, ces êtres sont des ignorants et des fous qui ne savent pas que la parole naît et cesse. Ah, naît et cesse. Ah oui, mais le réel, lui, ne naît pas et ne cesse pas. Okay, donc les mots ne sont pas dans le réel, c'est autre chose qui se véhicule. Mahamati, les mots sont tous prisonniers du langage, alors que le sens ne l'est point. L'ainsi venu, le Bouddha, n'enseigne pas un réel prisonnier du langage, puisque ce dernier n'offre pas de prise à l'existence ou à l'inexistence. On va retrouver le ni existe, ni n'existe pas, etc. etc. Donc, comme je sais que c'est très difficile, là, vous ne pouvez pas, enfin, a priori, je ne pense pas que ce soit comme ça simple pour vous de faire une chose très expérientielle sur ce réel, parce que je pense personnellement, mais c'est peut-être parce que c'est moi, mon câblage neurologique qui fait que ça passe par mon corps et que, voilà, c'est une expérience faite à travers le corps, et donc ça, c'est demain, on verra, j'essayerai de vous donner des trucs pour essayer de faire une expérience qui vous donnerait ce sentiment de réel. Là, pour la conférence, j'ai beaucoup parlé, donc c'était bien de conclure en vous disant que je n'ai rien dit. Voilà. Merci beaucoup.